C'était la deuxième fois qu'on recevait Gérard Mordillat pour, alors là, pour un livre qui, dans le format, dans la présentation, mais ça c'est l'éditeur, ressemble au précédent, mais qui va bien plus loin que le précédent. Alors je me demande jusqu'où vous allez pousser le sadisme avec ces pauvres actionnaires, ces pauvres capitalistes qui sont en ce moment bien malmenés. Parce que là vous allez vraiment très fort. Plus fort, plus fort. Alors je me demandais donc jusqu'où il allait pousser le sadisme avec ces pauvres actionnaires, ces pauvres capitaines d'industrie qui le malmènent encore plus dans notre part des ténèbres que dans les vivants et les morts. Parce que dans les vivants et les morts, c'était l'histoire d'une entreprise qui fermait, qui était rachetée et puis liquidée. Là, c'est beaucoup plus grave. Hein. Ça va vers le vaisseau fantôme. L'histoire peut se raconter assez simplement, c'est-à-dire que tout se passe le 31 décembre au Havre, où sur un bateau de luxe, les actionnaires d'un fonds spéculatif américain fêtent la 3e année de bénéfices exceptionnels. Et donc pourquoi ils sont en France? Parce que la femme du président de ce groupe d'actionnaires qui viennent de tous les pays, qui viennent d'Allemagne, d'Italie, d'Angleterre, de France bien entendu, sont là. Et la femme du président du groupe est française. Donc pour lui faire plaisir, on est venu en France, au Havre, où est organisée sur ce bateau une grande fête, un bal costumé, pour fêter la nouvelle année et surtout pour fêter cette 3e année exceptionnelle. Le clou de la soirée étant que le bateau quittera le mouillage au port pour aller à un autre mouillage un peu en mer, de telle sorte que les invités assistent à un feu d'artifice dont le bouquet final sera de mettre en lettres de feu les 47,3% de profit dégagés par le fonds. Et juste pour vous donner quand même une grandeur d'idée de ce dont on parle, le président de ce fonds, dont j'ai copié le modèle sur une chose que j'ai trouvée dans le Financial Times, le président du fonds spéculatif américain classé numéro 1 au moment où j'écrivais ce livre, pour la 3e année consécutive, à titre personnel, pas le fonds, lui, à titre personnel, en tant que revenu, c'est-à-dire pas les actions, pas les stock options, pas son revenu, était de plus d'1 milliard de dollars pour la 3e année consécutive. Donc on est avec des gens pour qui l'argent a une signification qui nous dépasse tous un peu. Bref, cette grande fête est là, on va tirer le feu d'artifice, le bateau s'éloigne pour prendre le mouillage au large pour assister au spectacle. Il ne s'arrêtera jamais parce que le lecteur découvrira que ce bateau a été entièrement investi par le personnel d'une entreprise française, une entreprise de pointe d'ailleurs, qui travaillait dans les lasers, aussi bien le laser militaire que les lasers civils, et qui, par l'entremise de ce fonds, a été vendu à une entreprise en Inde, à New Delhi. Et donc les 600 personnes qui travaillaient là ont été, évidemment, se sont retrouvées du jour au lendemain sans travail. Simplement, un groupe d'entre eux, un groupe particulièrement actif dans cette entreprise, les gens qui travaillaient dans l'atelier de recherche mécanique ont décidé de passer à l'action. Et donc leur idée est d'emmener l'ensemble de ces spéculateurs le plus haut possible vers le nord et de les abandonner en mer dans une tempête polaire pour leur faire connaître ce que ça signifie qu'être abandonné soudain sans aucun secours. Les choses se passeront de façon un peu plus compliquée. Oui, et commencer tout simplement, parce qu'ils ont tous le mal de mer, à leur faire vomir le caviar, le champagne et les autres douceurs dont ils se sont goinfrés avant que le bateau appareille. Et alors, il y a quelque chose que j'ai retrouvé qui était sensible dans les vivants et les morts, et qu'on retrouve là-dedans, dans les deux groupes de personnages, c'est que, je ne vais pas dire quand les rats quittent le navire, puisque justement ils ne peuvent pas le quitter, mais quand ça tourne mal,
il y a dans les opprimés, si vous voulez, bon, les gens, d'abord c'est une usine, là aussi c'est une usine, il y a une solidarité, une compréhension, une interactivité remarquable, hein, et dans chaque cas, il y a un peu un chef d'orchestre, il y a quelqu'un qui organise tout, mais du côté des exploiteurs, du côté des actionnaires, là, c'est un sauve-qui-peut général, c'est un individualisme forcené qui se manifeste, et ils finissent par se déchiqueter. Hein, il y a des scènes qui sont à la Buñuel là-dedans. Ils se haïssent. En plus, il y a une chose que vous n'avez pas dite, c'est qu'ils ont embarqué aussi le ministre de l'Intérieur, quand même. Oui, la chose se compliquera parce que... mais on peut dire qu'est à bord aussi, à bord du bateau, le ministre de l'Intérieur, plus quelques personnalités du show business, pour agrémenter la soirée comme ça se fait. Ce qui fait que dès que ça se saura, parce que ça fait partie du projet de ceux qui ont pris le navire, immédiatement transmettre l'information aux autorités françaises, évidemment, tout l'appareil d'État va se mettre en branle parce que un ministre, et qui plus est le ministre de l'Intérieur, est sur ce bateau qui remonte vers le nord. Ceux qui ont pris le bateau précisant au passage que toute intervention militaire ou policière serait risquée puisque le bateau est entièrement piégé sous la ligne de flottaison par 40 ou 60 kg de C4 qui est un explosif militaire extrêmement puissant. Ça existe ce Oui, oui, absolument, c'est ce qu'il y a de plus redoutable. Et qu'ils ont, disent-ils, des moyens de défense anti-aériens. Donc, le livre va raconter cette histoire à la fois sur ce qui se passe à l'intérieur du bateau, mais aussi sur ce qui se passe dans la cellule de crise qui sera formée à Matignon, puisque on est le 31 décembre, tout le monde réveillonne, donc le président d'ailleurs n'est pas en France, il est au Maroc. Et donc c'est le Premier ministre qui a ça en charge, tous les ministres reviennent, enfin tous les ministres concernés reviennent. On va voir aussi ce qui se passe au niveau des médias dans les chaînes de télévision, en particulier dans une chaîne de télévision dont le président est à bord du bateau. Donc on va comprendre comment soudain cette action, qui est une action, je dirais, extrêmement ponctuelle, précise, etc., mais soudain en branle l'ensemble des appareils médiatiques, l'ensemble de l'appareil d'État, l'ensemble de la police, de l'armée, etc. Donc on voit ce petit bateau qui remonte vers le nord et en même temps, eh bien, c'est l'alerte maximum sur le territoire. Alors, il y a une... Bon, est-ce que vous avez été marin, ou vous connaissez la mer particulièrement? Parce qu'alors, il y a une précision de la documentation sur les bateaux, sur leur fonctionnement, sur tout ça. Ça tient à quoi? Alors, j'ai fait 18 mois dans la marine, mais j'étais dans un régiment disciplinaire à Toulon. Je n'ai jamais mis les pieds sur un bateau de ma vie. Donc c'est de la documentation. Non, oui, c'est aussi évidemment sans doute des souvenirs de lecture. Et puis j'ai simplement fait vérifier ce que j'ai écrit par un lieutenant de vaisseau qui m'a confirmé que tout ça était tout à fait... Le livre repose, je dirais, sur des fondations extrêmement... des fondations documentaires extrêmement solides. Mais ce sont des fondations. Et donc il fallait vérifier que ces fondations, aussi bien sur le plan militaire, sur le plan policier, que sur le plan de la marine, que sur le plan du fonctionnement des institutions, soient vraisemblables. Par chance, j'ai pu rencontrer quelqu'un de très haut placé au niveau de la police nationale, qui a lu le livre et ça lui a beaucoup plu. Enfin, il l'a lu à l'état de manuscrit pour m'aider à faire ce que je nomme clairement et précisément ce qui se passerait dans ce cas-là. Et il m'a fait un compliment formidable. Il m'a dit, écoute, c'est très bien, quand ça arrivera, on t'entendra comme témoin. Parce que ça pourrait arriver. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai organisé sur le plan romanesque une rencontre qui n'a jamais lieu et qui devrait avoir lieu.